Jean-Louis Olive, donc, est professeur de sociologie et d'anthropologie à l'UPVD et qui a beaucoup travaillé sur les groupes minoritaires, les gitans, il a travaillé sur le suicide des paysans, sur les Touaregs, et il va nous parler aujourd'hui des Samis et des Samis de Phénoskandi dans une communication intitulée « Art protestataire, désobéissance civile et décolonisation, résistance ethnopolitique des Samis de Phénoskandi » entre 2012 et 2017. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, je remercie également les prestigieux organisateurs de ce colloque et leur souhaite bon vent pour la suite, parce que c'est une entreprise qui fonctionne bien depuis déjà 2 ans. Et donc, moi, je fais partie des personnes qui s'engagent aussi sur un plus long terme. Et je pense que c'est très intéressant pour nous aussi, vu du côté des universitaires purs, entre guillemets, énormes guillemets, de rencontrer des professionnels de l'image et des personnes qui apportent une autre sensibilité et qui nous permettent justement de nous décentrer aussi par rapport à nos propres quotidiens, nos propres préoccupations. En tout cas, moi, dans mon travail, c'est ce que j'essaie de faire. En choisissant les populations du nord de l'Europe, de ce qu'on pourrait appeler la Phénoskandi, pour ne pas exclure les Finlandais et les Russes, on se dépayse, on se décentre de manière assez considérable. L'an dernier, dans le cadre du précédent colloque, j'avais évoqué une étude de cas qui se situait en Norvège. Et aujourd'hui, je vais évoquer une autre étude de cas qui se situe en Suède. Voilà. Alors, j'ai essayé de combiner un défilé, un montage d'images et mon propre texte. Quelquefois ça colle, quelquefois ça décolle, mais c'est pas très grave. Le fond se situe ailleurs. En tout cas, la rencontre entre les deux, pour moi, est une forme de recherche et de pédagogie assez intéressante en soi. Je vais vous présenter donc un auteur, un artiste qui s'appelle Anders Sunna, qui est très connu actuellement dans ce paysage. Il est suédois, il est sami, il vient du nord, il vient d'une région où les éleveurs samis ont connu des mouvements de population, une crise économique assez importante. Sa famille a connu 400 comparutions devant des tribunaux de justice pour des raisons de pâturage, de conflits avec des groupes voisins, pour la bonne et simple raison que la Suède et la Finlande ont partagé des territoires samis à l'origine, depuis le 19e siècle, sur lesquels il y a des conflits. Donc la persécution, le conflit, Sunna, il est né dedans, il le raconte. Il explique, et il en a fait la matière de son entrée dans la vie en quelque sorte, puisqu'il a choisi de suivre une formation aux Beaux-Arts pour précisément manifester ce qu'était le conflit par rapport à des populations dont on parlait très peu à l'époque. Il s'est lui-même éduqué, donc il a suivi une formation classique à Jokkmokk, Umeå, dans des villes moyennes du nord de la Suède, et il s'est mis à transcrire sur des toiles ses ressentis. Alors j'illustre pas là je commande pas les images qui sont en train de défiler, c'est pas grave. Des toiles donc qui décrivent à la fois la beauté de la toundra et de la taïga boréale, avec des incursions brutales de l'industrie. Des uniformes de police, des véhicules également intrusifs, des paysages blanchis, des éléments obscurs, des perspectives panoramiques et des zébrures électriques qui rendent compte de ce que vivent les populations samis actuellement dans le nord, l'extrême nord de l'Europe, et en particulier en Suède. Il sait ce que signifie vivre sans droit. Il interpelle le Parlement sami de la ville de Kiruna, qui a un pouvoir très relatif, reconnu par l'État suédois, mais c'est pas un pouvoir décisionnel, pour qu'ils prennent des positions plus définitives. Il lutte de son côté de manière plus directe, car il se rend compte que le dialogue avec l'État suédois et avec l'ensemble de la population suédoise ne se fait pas réellement. Marc Auger, anthropologue qui s'est intéressé au problème de l'art contemporain, nous dit que l'art doit exprimer la société, mais il doit le faire exprès.
Il ne peut pas être simplement une expression passive, un aspect de la situation, une archive pour les historiens de demain. Il doit être expressif et réflexif. Et s'il entend nous montrer autre chose que ce que nous avons tous les jours sous les yeux, par exemple dans les supermarchés ou la télévision, l'art a pour vocation d'être inquiétant. Le concept d'art protestataire, qui est utilisé par Anders Sunna, a été utilisé pour la première fois dans une émission de télévision en 2004 au Festival d'Umeå, festival littéraire, dans lequel le Galok Protestart a été avancé comme une forme d'expression collective des Samis. C'est lié à la monstration de la colère par des populations qui sont envahies, qui sont agressées par l'État central ou par des groupes voisins. Il vit à Jokkmokk, donc dans une zone urbanisée, alors qu'il a connu l'élevage des rennes pendant sa tendre enfance, et il est imprégné par cette culture traditionnelle de l'élevage des rennes, dont il fait état dans ses collages, ses peintures et ses différentes formes de création. Lorsqu'il passe devant le tribunal de Gällivare, la ville plus importante voisine, il dit « c'est un peu comme ma deuxième maison, j'ai passé beaucoup de temps ». Il a également travaillé pour la télévision, il a fait des illustrations pour des clips vidéo. Il est connu pour avoir accompagné les sœurs Merak, sont des chanteuses hip-hop suédoises, également Sami. Il est très présent sur le territoire culturel de la Suède. Il parle lui-même de choc ou de délit de culture et de cultural relativisme ou de cultural criticisme. Ce sont des termes qu'il forge comme ça au gré des interviews et il crée en quelque sorte, il contribue, il fait partie de ces jeunes générations suédoises qui contribuent à créer leur propre histoire. Le gouvernement suédois, en 2015, a pris une décision assez importante. Il a alloué 3 millions de couronnes à une étude pour améliorer les conditions de vie, de santé, et les conditions surtout psychologiques des Samis, parce qu'on a constaté un taux de suicide extrêmement élevé chez les jeunes éleveurs. Et on retrouve dans les toiles de Anders Sunna la présence de la corde, qui est en réalité le lasso, le suorpan, qui sert à capturer le renne, mais qui peut se transformer de manière plus funeste en instrument d'autoviolence. Mais à propos d'instruments d'autoviolence, on va trouver également dans son œuvre des tétras, des poules d'eau, si vous voulez, chargées d'explosifs ou de grenades. Également la fameuse Avtomat Kalashnikova de 1947, qui est ornée d'éléments traditionnels samis et qui est complètement intégrée dans sa peinture. En manipulant les os ou les bois de rennes, on avait vu, pour ceux qui étaient présents l'an dernier, le respect que la plasticienne norvégienne avait pour les restes des rennes défunts, même s'ils étaient passés par l'abattoir. Lui fait le contraire. Il leur porte une violence supplémentaire au-delà de la mort pour choquer son public. Il cartonne également en milieu urbain et certains de ses graffitis les plus connus se déroulent tout au long de l'autoroute 6, Alta, Göteborg, Hornstull à Stockholm. Bref, ces images commencent à être fortement répandues. À la municipalité d'Alta, là on est en décalage par rapport à l'image, mais c'est pas très grave, on l'a vu plus tôt. Il a réalisé une très belle fresque qu'il appelle la fresque chamanique pour le collège d'Alta, à la demande de la municipalité. Et il a mis dans un des coins de sa fresque, où on voit un personnage coiffé d'un chapeau avec des cornes, des bois de cerf en fait, on voit un lagopède chargé d'une grenade. Cette image a profondément choqué les gens de la municipalité d'Alta. Alors des personnes âgées qui ne connaissent pas la situation des Samis, et une élue du FRP, qui est le parti du progrès, si vous voulez, l'équivalent du Front National pour la Norvège. Et il y a eu un débat qui a appelé justement une discussion devant des scolaires. Là, on voit le symbole par lequel Sunna se manifeste assez souvent, un petit personnage de Sami avec une bombe qui va péter et qui indique la situation dans laquelle se trouvent ces populations. Donc la démarche d'Anders Sunna, qui peut être considérée comme assez violente par l'image
est en réalité une démarche pacifique. C'est par la voie de la communication, du langage, de la persuasion qu'il essaie de toucher un public plus large. Pourtant, il se définit comme un bomber, un montreur de cadavres de rennes et un kalachnikover. Voilà, je passe, malheureusement je vais un peu vite, sur cette première série de remarques pour évoquer une collaboration particulière entre Anders Sunna, peintre, et Michael Brewer, photographe, qui ont réalisé ensemble un travail assez intéressant pour le compte de 3 institutions muséales ou galeries. La première étant le Waldkulturmuseet de Göteborg, et c'est un travail qui a été présenté pour la première fois en 2011 et qui a été produit 2 fois de plus, notamment en 2017 à Tromsø en Norvège. Ce travail est la rencontre entre les images du peintre Anders Sunna, qui représente l'oppression du peuple sami, avec la présence des forces de police, par exemple, ou des institutions coercitives, et les photographies de Michael Brewer, qui jusque-là faisait surtout des photos de mines, de paysages miniers et d'agression de l'environnement naturel du nord de la Suède. Vous savez que la Suède est un très grand producteur de fer, la mine de Kiruna fait souvent parler d'elle, etc. Et Brewer, au fil de ses pérégrinations, a fait la rencontre aussi étrange d'un institut dans lequel étaient collectionnés des squelettes. Et ces squelettes, il lui a été dit très clairement qu'ils appartenaient à des samis, et les squelettes avaient été prélevés il y a pas mal de temps, et on ne lui a pas donné d'autres indications. Mais il a eu la chance extraordinaire de pouvoir entrer dans les hangars, dans les réserves de cet institut, et de filmer, de clicher, de photographier ce que vous voyez, ce que vous allez voir, et qui fait froid dans le dos. Des squelettes de Sami, en tout cas attribués à des individus Sami, c'est écrit sur les étiquettes, conditionnés, étiquetés, numérotés, il y en a des centaines, à tel point que la restitution, la problématique de la restitution pose problème. Il n'existait qu'une faible documentation écrite et un très petit matériel photographique, et il a voulu faire trace. Michael Brewer a voulu témoigner en quelque sorte par sa photographie de la trace, nous dit Jacques Derrida, c'est quelque chose qui part d'une origine mais qui aussitôt se sépare de l'origine et qui reste comme la trace dans la mesure où c'est séparé du tracement, de l'origine traçante. Toute trace n'est pas une archive, mais il n'y a pas d'archive sans trace. La trace, ça part toujours de moi et ça se sépare. Donc le sens de l'œuvre de Anders Sunna et le sens des photographies de Michael Brewer donne une mixture, un mélange particulièrement explosif qui a été présenté de manière plus détaillée au Konstmuseum de Suède, près de Karlstad. Lorsque les accrochages se sont faits, les journalistes se sont précipités, ce qui fait qu'il y a une documentation de presse assez intéressante sur ces événements. Et Jan Carlsson, par exemple, interviewe le photographe et il lui répond « Quand je les ai photographiés, ils les avaient disposés dans un bâtiment industriel de la périphérie de Uppsala, mais peu après, ils ont choisi de les expédier ailleurs. Je ne sais pas si quelqu'un sait où ils sont aujourd'hui. » Autrement dit, les squelettes qui ont été photographiés et soigneusement répertoriés ont disparu. Ils sont sortis de la circulation. Le gouvernement suédois a vraisemblablement tenté d'effacer des traces d'une période récente et honteuse de l'histoire. Derrida, lui encore, nous dit une trace peut s'effacer. Ça appartient à sa structure, ça peut se perdre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut les garder, parce qu'elles peuvent se perdre. Si la trace s'efface ou se dissipe, s'évanouit, l'archive a pour vertu de rester, en s'inscrivant dans l'intention de son auteur. Si la trace appartient à la nature, à tout ce qui vit, l'archive, au contraire, relève pleinement de la décision culturelle. Ou encore, une trace peut toujours s'effacer ou se perdre, d'où la trace archivistique sans fin de reconstitution et de lutte contre l'entropie active des destructions de traces.
par rapport à la question de la restitution, Michael Boulouer s'est renseigné et il a appris qu'un crâne a été restitué à une famille plusieurs années auparavant d'ailleurs. C'est le seul événement de ce type. Officiellement, les questions qu'il a posées à différents ministères, notamment au ministère de l'Éducation et de la Recherche, puisque le bâtiment actuel de l'Institut de raciologie ou d'hygiène raciale est un bâtiment de l'université d'Uppsala qui a été rebaptisé, mais enfin génétique humaine. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et il n'a jamais eu de réponse à ces questions. Et il n'a jamais été reçu suite à une série de demandes. On pourrait parler, pour citer encore une fois Jacques Derrida, d'une expérience d'exappropriation qui est menée par l'élite institutionnelle du pays par rapport à des événements qui ont touché de très près les populations et qui ont atteint non seulement les populations samis, mais aussi d'autres minorités, notamment les Tornedal, les Kfen, les Tziganes, il y en a beaucoup aussi dans ces régions-là, et bien entendu les populations juives. L'Institut de biologie raciale, Statens Institut für Rasbiologie, est toujours situé à Deccan-Huset et il dépend donc de l'université de Uppsala. Il a été fondé en 1922 par le biologiste Hermann Lundborg, là ça colle avec le carton, et cet institut a été créé dans le but officiel d'étudier l'eugénisme et la génétique humaine. Il succède à une société qui a été créée en 1909 et qui cherchait à s'installer et il a fait florès jusque dans les années 50. Il a officiellement fermé en 1951, mais la fermeture réelle des bâtiments, c'est 58-59. C'est-à-dire que les collections existaient encore, bien qu'on n'en parlait pas. Hermann Lundborg a été destitué dans les années 1929 parce qu'il a pris parti dans le cadre de la propagande nazie contre les juifs. C'est-à-dire qu'il a déplacé son intérêt des pauvres samis à des populations encore plus indésirables. Donc la réputation de cet institut est quand même quelque chose de très particulier. Je donne la parole à Michael Boulouer, une dernière fois, le photographe. Je viens de la région dont Sunna a dessiné la carte. Une carte dessinée sur une peau de renne. Nous étions des Tornedal, un groupe qui a également fait l'objet de l'Institut de biologie raciale, mais dont il a été dit qu'il pouvait appartenir à la tribu germanique, ce qui a conduit à un processus politique d'assimilation remarquable par un groupe de personnes qui ne s'étaient jamais comprises autrement que comme des Suédois. Ce que je sais, nous n'avons jamais rien eu de mal avec les Samis, mais je ne les ai jamais vus dans la région comme des enfants. Je ne pensais vraiment pas qu'ils habitaient dans la même région que moi. Dans cette exposition, je me rends compte qu'il y a eu un fossé entre les populations qui ont dû s'adapter aux Suédois, qui était si profond que je ne savais même pas que ces cohortes voisines coexistaient. Le nom donné à cette exposition par les deux auteurs est très signifiant. Mattoe, en Sami, en Sam du Sud, en Sœur Sami, signifie l'origine ou l'ascendance. Autrement dit, en cherchant à sauvegarder la mémoire des corps effacés, transformés en squelettes, escamotés, le photographe et l'artiste résistent en produisant eux-mêmes une trace. Certes, il appartient à la trace le pouvoir de s'effacer, de se perdre, s'oublier, se détruire. À la politique d'escamotage des squelettes samis, leur soustraction de la mémoire collective et de l'histoire officielle, les archives manquantes, le photographe et l'artiste répliquent par un acte de résistance en produisant une expérience de trace, qui est à la fois une interprétation des traces et une pulsion d'archives, une volonté de garder et de ne pas oublier. En juxtaposant les images et les photographies, et aussi bien les crânes réels et les œuvres d'art constituées par le plasticien, notamment des traîneaux de rennes qui contiennent des squelettes de rennes, mais aussi des éléments de minerais qui signifient aussi l'occupation industrielle du nord du pays, et des crânes. Il y a un mélange d'objets, un mélange de genres qui crée quelque chose d'assez saisissant dans cette exposition. Les commentaires des critiques d'art et des journalistes sont assez forts de ce point de vue-là. Le dispositif d'installation est quelque chose qui se dirige, retourne son appareil contre ceux qui oppressent les groupes minoritaires. On pense à des artistes comme Bengtsson ou Basquiat qui ont réinventé aussi d'une certaine manière la fonction de l'art dans la société, la fonction politique notamment de l'art.
Il y a également d'autres artistes, d'autres auteurs dont j'aurais pu parler, mais personnellement j'ai préféré suivre la trace de Anders Suna. Et il m'amène un petit peu plus loin, puisqu'il collabore aussi avec beaucoup d'autres artistes. Et notamment avec une chanteuse suédoise d'origine sami, Sophie Jannok, avec laquelle il a réalisé, il a mis en son justement et en concert des expositions de toiles et des montages composites d'objets artistiques dans le cadre de concerts de musique ou dans le cadre de présentations dans des galeries d'art où la musique et la peinture et le dessin font corps d'une certaine manière. Il y a une collaboration assez étonnante. Suna donne des cours de graphe et non pas de graphisme. Il forme des élèves et ces élèves sont des jeunes samis qui sont en même temps sensibilisés à leur histoire. Il apparaît également dans des clips vidéo de la chanteuse Sophie Jannok. Il est connu pour avoir utilisé des symboles agressifs pour le public suédois, puisque la figure de Dark Vador devient la figure du Sami qui rappelle qu'il est le père des Suédois. Donc on a ce genre d'agression en quelque sorte, d'art attack, c'est comme ça qu'ils les définissent. De la même manière que Sophie Jannok, dans ses concerts sur scène, un engagement politique très fort, et a notamment participé à un concert contre les fascistes, l'extrême droite suédoise, à l'époque où les hooligans avaient été les auteurs d'une agression sur une manifestation pacifique de parents, de femmes, d'enfants. Et on se rappelle que dans la banlieue sud de Stockholm, la police était intervenue assez tardivement, après que les matraques des fascistes se soient abattus sur les crânes des pauvres manifestants. Il y a eu un concert peu après, et Sophie Jannok a fait partie des personnes qui se sont engagées très fortement pour ces questions-là. Voilà, je voulais en dire un petit peu plus sur elle, mais l'image me rattrape. Je deviens un peu la victime de l'image, d'une certaine manière, et je passe à autre chose, puisque l'arc de Anders Suna est multiple, et le carquois est plein de flèches. Un autre aspect de son œuvre, c'est d'aider également les Samis en lutte, notamment les éleveurs de rennes de la région de Jokkmokk-Gällivare, qui est vraiment une région rénicole traditionnelle, qui sont en lutte contre l'État depuis des années. Et il y a un procès interminable, là, en février 2018, après le statut de la Cour d'appel. Ils viennent de faire appel de l'appel. Ça ne termine jamais. Pour des questions d'exclusivité des droits de pêche et de chasse pour des communautés d'éleveurs de rennes qui avaient, dans le passé, un privilège depuis le XVIIe siècle à peu près, celui de détenir les droits exclusifs de prélèvement, en fait, synégétique et halieutique sur leur environnement. Et depuis quelque temps, les populations suédoises ont migré vers le nord et elles demandent elles aussi à pouvoir bénéficier de ces droits. Et il y a un conflit assez violent avec une prise de position très violente, non moins violente de l'État, puisque là on voit des images du premier procès de Gireas Mellet, où le procureur de la République prend la parole pour dire que les Samis n'existent pas. Et il dénie tous les documents archéologiques, ethnographiques et tous les discours validant une identité sami qui aurait un caractère historique et donc une antériorité. Tout ça, évidemment, c'est une manœuvre juridique pour dénier le droit au territoire. Il faut quand même préciser que les Samis ne sont pas propriétaires de la terre dans aucun des 4 pays où ils résident, et c'est pas une revendication de leur part, ils ne le souhaitent pas, ils sont simplement usufruitiers. Mais cet usufruit a pris des formes traditionnelles qui se transmettent de famille en famille, et on voit ici toute la communauté qui est rassemblée pour défendre des droits entre guillemets ancestraux, et donc qui mettent une partie de la communauté sami en conflit avec une partie de la population suédoise, le tout étant médiatisé par une couverture médiatique qui est souvent de parti pris, et un État suédois qui est assez sourd finalement aux demandes. Anders Suna, en compagnie de Sophie Jannok, est présent pendant ces conflits, et il vient devant le tribunal de justice tendre ses films plastiques pour taguer, pour graffer, pour bomber des personnages qui sont maintenant emblématiques de son œuvre.
où on reconnaît un crâne de reine, où on reconnaît quelqu'un qui a l'uniforme national ou qui représente l'autorité. Et il accompagne cette série de procès qui sont des moments extrêmement intenses dans la vie collective des Samis, dans des petites communautés très éloignées des centres urbains, extrêmement fragilisées par une persistance des agressions industrielles, dans l'incompréhension générale de la population suédoise, quoi qu'on en dise, et actuellement en Norvège c'est aussi ce qui est en train de se passer. Et donc l'art d'Anders Sunna et son intervention militante en tant qu'artiste se met au service de ce qu'il appelle la guérilla. Il parle de fleurs de guérilla. Il utilise souvent un vocabulaire qui aurait une connotation martiale, alors qu'on sait dans la réalité, vous avez peut-être vu sur certaines images du montage de l'exposition, c'est un bon père de famille d'une trentaine d'années, tout à fait tranquille, et qui a sa place dans la communauté locale. C'est pas quelqu'un de particulièrement agressif ou de signalé par les services de police. Mais il a un discours qui est assez fort, et qui rejoint un discours global de la communauté Sami, qui certes est elle-même divisée, et c'est loin d'être aussi simple et manichéen, on parlait de manichéisme tout à l'heure, et à l'intérieur de la communauté, il y a des débats pour défendre notamment l'industrie traditionnelle du renne, qui est une industrie traditionnelle qui s'est beaucoup modernisée, bien entendu, mais qui fait appel à de jeunes générations, et il y a des jeunes gens qui s'investissent dans ce métier, avec de plus en plus de difficultés. Et dans ce cadre-là, Anders Sunna, Sofia Yanok et d'autres, que je ne vais pas citer ici, nous disent l'art est devenu une partie importante de la résistance. C'est grâce à l'art qu'on se défend et qu'on porte à la connaissance du public nos problèmes. Ils parlent d'ailleurs, sont parmi les premiers à défendre le concept de zone à défendre, de ZAD, très utilisé par les écologistes français. Il faut savoir que les combats de Alta en 1980, enfin les grèves, mais idéologiquement des combats, on a mené contre l'État, contre la construction d'un barrage, puis les combats contre l'industrie minière à Gallok, à l'intérieur de la Suède, sont des moments où on a forgé des concepts qui sont repris par toutes les entités alternatives dans le monde. Et ça va très loin puisque ces acteurs sont aussi en relation étroite à travers l'ONU avec les communautés amérindiennes par exemple et avec d'autres communautés de peuples autochtones ou de peuples premiers avec lesquels ils partagent un certain nombre de prérogatives. Beaucoup de réunions importantes se tiennent dans les capitales des pays scandinaves, notamment en Norvège et en Suède, et l'ONU a décentralisé un certain nombre de réunions pour essayer de répondre aux demandes de ces peuples qui sont en conflit ouvert avec l'ensemble des États. Donc là, on voit Sofia et Anders devant une de leurs œuvres, assez fiers d'être présents dans des moments décisionnels très importants. Bon, je passe sur un certain nombre de remarques que j'aurais pas le temps de faire, bien entendu. On trouve peut-être quelquefois sur les images et surtout dans les clips vidéo de Sofia Yanok une phrase que vous avez tous entendue: « We are still here ». Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours présents. C'est la phrase clé de tous les peuples autochtones dans le monde. Et I'm your father, I'm still here. C'est toujours ce refrain, ce leitmotiv qui revient. Lorsque Sunna débouche son cap, c'est la première chose qu'il écrit. La deuxième chose qu'il écrit, c'est LAP, L-A-2-P. Et à partir de là, on a une petite leçon de sémantique qui s'impose, puisque traiter un Sami de Lapon, c'est littéralement l'insulter, et l'insulter sur le territoire de la biologie raciale. On sait pourquoi maintenant. Puisque en suédois, Lapon, lapisk, ça veut dire celui qui est inférieur à moi, celui qui est mal habillé, celui qui est littéralement en haillon. C'est le pauvre, quoi. C'est le pauvre bougre. Donc parler de population lapone, et je sais que ça pose problème en France, puisque c'est le terme consacré, y compris par l'Académie, ça pose problème lorsqu'on est sur le territoire de ces populations. Ça fait partie des revendications fortes qui sont... là, c'est un extrait, je vous mets pas le son, mais c'est un extrait d'un clip de Sofia Yanok qui revient assez fréquemment à la télévision
suédoise et qui est le symbole de la lutte des Samis pour leurs droits dans la petite communauté de Girjasmallet et auparavant à Gallok, une communauté encore plus reculée. Et aujourd'hui, c'est des situations sur le terrain nouvelles il y a de nouveau des accrochages entre différents acteurs. Je finis par... c'était un concert qui était organisé dans la ville de Trondheim. C'était en février 2017 et Sofia mettait en musique une exposition du groupe Surpan Terror, qui en finlandais veut dire ceux qui pratiquent la terreur avec le lasso. C'est un groupe anonyme, un groupe autonome d'activistes, c'est comme ça qu'on les appelle, qui ont déclaré la guerre au gouvernement finlandais et au gouvernement suédois de manière symbolique, à travers l'art. Et ils font des occupations assez importantes, des installations sauvages, souvent en accointance avec Greenpeace ou avec de grandes ONG, ce qui leur permet d'atteindre une certaine reconnaissance. Et là, on était dans le cadre d'une commémoration importante, c'était le jubilé 1917-2017 du premier congrès Sami qui avait été organisé par une éleveuse de rennes érudite qui avait consacré sa vie à une forme de militantisme pour défendre le métier de réniculteur ou d'éleveur de rennes au début du XXe siècle. Donc on a l'impression qu'en 2017, des choses qui se sont déjà jouées, ça a été dit aussi par d'autres intervenants, se rejouent. D'une autre manière, les acteurs se renouvellent, mais les problématiques restent les mêmes. Marc Auger a fait des remarques équivalentes aussi de manière plus générale en anthropologie, mais quoi qu'il en soit, ça génère des formes de tension et des formes aussi d'exacerbation de l'identité. On voit ici Sophie et Anders brandir le drapeau Sami, qui a une symbolique extrêmement riche et très compliquée. Je n'ai pas le temps de l'expliquer ici, mais je répondrai aux questions si vous le souhaitez. Il faut quand même préciser que le même drapeau sert de support à Anders subversif pour plaquer sur ce fond un personnage qui est un squelette, en fait, un Sami en forme de squelette tenant une Kalachnikov. Donc on est vraiment dans cette subversion du pouvoir établi et dans ce désir rebelle, révolutionnaire d'atteindre à une forme de reconnaissance des droits de populations qui se considèrent comme des populations originaires. Elles disent pas spécifiquement qu'elles sont au sens propre, nos ancêtres, mais d'une certaine manière, quand on étudie les migrations indo-européennes dans un autre registre, on s'aperçoit qu'en fait les chercheurs qui ont travaillé sur la question Sami et sur la question des populations sibériennes de manière plus générale, c'est une vaste question qui remet en question justement les grandes théories des peuplements européens, et probablement qu'une des souches Sami aux alentours à la fin du néolithique serait l'Espagne. Il y a une hypothèse très sérieuse archéologique qui montre que en fait les Samis seraient peut-être pas si éloignés de nous que ça. Et pour conclure aussi, dire enfin que les Samis sont un peuple autonome, replié sur des valeurs culturelles fortes parce qu'il est agressé, mais c'est un peuple qui a toujours su s'adapter à son environnement et notamment à son environnement ethnique et sociétal. C'est un peuple mélangé. Parmi les Samis, on trouve des phénotypes extrêmement variés. On n'est pas forcément informé de la nature, de l'identité de tel ou tel personnage tant qu'il ne porte pas son costume traditionnel. Mais justement, il y a un phénomène qui est en train de se produire aujourd'hui, et je finirai là-dessus, c'est le fait que les nouvelles générations se mettent, après une longue période d'occultation et d'oppression, à porter le costume traditionnel Sami, au moins le 6 février, c'est leur fête nationale, sinon à toutes les occasions festives. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Louis pour cette belle communication, parfaitement dans les temps. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'échos avec des communications, d'autres communications de ce matin, dont tu nous as montré un bel exemple de comment utiliser les images de la violence pour lutter pacifiquement, comme tu l'as dit, comment subvertir un certain nombre de symboles du pouvoir. Et donc on retrouvera des échos avec ce que nous a dit notamment Édouard ce matin, cette manière de
de résister, toi tu as parlé de résister en produisant une trace, contre des pouvoirs qui essaient justement de désigner des civilisations inférieures. Et puis il y avait aussi d'autres liens entre des communications de la première partie de la matinée et la tienne, concernant les médiums. Voilà, et puis cette idée justement que la vocation de l'art, comme tu l'as rappelé en citant Marc Auger, est d'être inquiétant. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a retrouvé à plusieurs reprises. Bien, je vais appeler, avant qu'on reparte dans les discussions, Thierry Gobert. J'avais installé ton... Alors Thierry Gobert est maître de conférence à l'Université de Perpignan. Il est aussi responsable du DU Photojournalisme, Communication et Images aériennes, dont il vous reparlera, je crois, cet après-midi. Voilà, il travaille aussi beaucoup sur le numérique éducatif. Ça marche ? Je débranche directement. Oui, c'est vrai ça. C'est bien d'avoir une petite... Allez, dépêche-toi. Je tombe pas. Non, c'était pour le code quand même. Je ne lui ai pas donné. Comment ça, il n'y a pas ton code? Voilà, donc Thierry, qui est responsable donc, de ce DU photojournalisme, communication et images aériennes, va nous parler d'images aéronautiques, de l'évolution des images aéronautiques de guerre de 1915 au conflit contemporain, enjeux, stratégie et représentation. Thierry, c'est à toi. Oui, dans un instant. Ça doit être là. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Ok, d'accord. Et alors là, ça marche. Voilà, ça marche pas comme le mien. Bonjour, je remercie d'abord les organisateurs du colloque de m'avoir invité aujourd'hui. Alors c'est vrai que nous sommes relativement proches, nous travaillons ensemble régulièrement. Et je vais vous proposer aujourd'hui une communication qui fait le lien entre deux approches que je questionne assez régulièrement. La première, c'est celle de l'enseignant-chercheur. La seconde, c'est celle du pilote et instructeur, avec une expérience assez significative. Et je dirais, j'ai été alerté par ce sujet des images de guerre pour une raison un peu surprenante peut-être. D'abord, la thématique du colloque, conflit en images. Et d'un autre côté, parce qu'il y a quelques années, j'ai vécu un accident. Et un accident en aéronautique, et je suis sorti sans rien, j'étais pilote, mon passager n'a strictement eu aucune blessure non plus, mais il y a eu un travail de reconstruction à faire, et les images que je vais vous montrer maintenant pendant cette intervention, eh bien, m'ont un peu interpellé au moment où j'ai construit le PowerPoint que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, donc on va évoquer ensemble l'évolution des images aéronautiques de guerre, en gros de 1914 jusqu'au conflit contemporain. Alors, c'est vrai que lorsqu'on évoque ce genre de point, et on pourrait commencer d'abord par questionner l'image des conflits. Alors, on a plusieurs entrées possibles, soit on entre par les théories de l'imaginaire, et nous avons à l'UPVD, à l'Université de Perpignan, nous avions un professeur, un ancien chercheur qui était Joël Thomas, qui a beaucoup travaillé sur les mythologies et les théories de l'imaginaire liées aux techniques. Alors, il n'a pas trop questionné l'aéro, plutôt les transports, plutôt l'automobile, mais je dirais un certain nombre de points que je vais évoquer tout à l'heure pourraient venir directement de l'un de ses ouvrages. On pourrait aussi entrer par l'imaginaire, les mythèmes, alors tels que les proposait Gilbert Durand, notamment dans les structures anthropologiques de l'imaginaire, ou alors venir également par les représentations sociales, donc Jean-Claude Abric, Denise Jodelet, etc. La représentation sociale était un savoir que l'on partage, mais qui est socialement construit, et ou alors encore entrer par des représentations collectives cette fois-ci, telles qu'elles avaient été théorisées par Émile Durkheim, mais telles qu'elles ont été réappropriées par les anthropologues et notamment les images. Alors, revenons d'abord sur la notion de conflit très rapidement. La définition du trésor de la langue française est choc, heurts se produisant lorsque des éléments de force antagonistes entrent en contact et cherchent à s'évincer réciproquement. Alors,
ce peut être des conflits intérieurs, etc., etc. Mais dans le cadre de ce colloque, on va parler surtout de la guerre qui se voit, et notamment donc de la monstration de la guerre. Alors, monstration de la guerre, en particulier avec des forces armées. Alors, tout à l'heure, Jean-Louis Olive avait évoqué quelque part les formes de résistance d'une nation par rapport à des États. Et ici, on va parler un peu de l'inverse. Comment est-ce qu'un État investit quelque part sa force et sa puissance de communication pour souder des hommes qui, quelque part, se sentent eux-mêmes pris en communauté. Alors, sachant que nous allons baser nos propos sur la thèse de Céline Acker, rendue en 2005, qui analyse les mécanismes guerriers du point de vue des spectateurs. Donc, nous sommes bien d'accord qu'aujourd'hui, on va se placer comme spectateur des photographies, des clichés ou des représentations que nous allons voir, c'est-à-dire que nous sommes devant la guerre et non pas dedans, même si ce sont parfois des soldats qui prennent des images alors qu'ils sont eux-mêmes pris dans le conflit. Donc, il faut bien voir que le développement de la photographie, et notamment de la photographie qui va se diffuser auprès des photographes amateurs, dont les soldats, est concomitant du développement de l'aviation. Nous avons toujours eu des représentations de toutes les machines volantes. Alors c'était des tableaux, c'était des gravures, et puis quand la photo est apparue, ça s'est multiplié. Nous avons une iconographie absolument époustouflante avec un corpus que je crois que personne ne pourrait à ce jour totalement compléter. Alors, sachant que on va donc parler de conflit en images. Donc, c'est une thématique qui est d'autant plus importante que on est aujourd'hui un peu à la croisée des chemins. On a représenté pendant des années, un siècle, la guerre d'une certaine manière ou de certaines manières dont on va parler. Et puis, depuis peu, pour des raisons de sécurité, etc., nous avons une évolution. Comment faire pour maintenir ce que nous avons fait pendant longtemps, c'est-à-dire représenter l'image par l'image ce qui peut se passer en aéronautique, avec un but qui est celui de fédérer des gens autour d'une technologie, et tout en n'ayant plus tout à fait les moyens, non pas techniques, mais politiques ou sécuritaires, de pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un peu la monstration de la guerre. Images aéronautiques, je vous l'ai dit, une très grande diversité d'images, sachant que nous allons avoir des vues du ciel, des vues de la machine, des vues des pilotes, des vues du sol, principalement, et ensuite des vues dans l'action. Grande diversité de supports, on en trouve partout. On en a dans la presse, dans les ouvrages, des cartes postales. J'ai une carte postale de 1917 qui montre des cadavres allemands près d'un avion. Et c'était une carte postale, on pouvait envoyer ça pour rassurer les personnes en retrait, vous allez en voir tout à l'heure, des clichés personnels, des publicités, et ça se faisait, et l'illustration montre beaucoup de cadavres de l'ennemi bien sûr, mais pas les nôtres. Concurrence entre les différents procédés, c'est-à-dire que la photo arrive, mais elle n'est pas toute seule, on trouve beaucoup de gravures, encore des tableaux, vous voyez affiché là donc la gravure d'un Goliath qui lance une torpille, ou d'un dirigeable qui est en train de bombarder Varsovie. Alors, sachant que, auparavant, nous avions déjà quelques images, on faisait de la monstration de loin. Le premier ballon, donc le commandant Coutel, alors regardez la date si vous arrivez à lire, nous sommes en 1795, c'est une vieillerie. Et je dirais, depuis toujours, on a représenté l'aéronautique est indissociable de l'image. Alors, elle a été enrichie par ces images. On a construit une sorte de mythe aéronautique, pas un mythe, plutôt des mythèmes, en faisant appel à des mythes déjà existants, Icare, Prométhée, etc., tout ça. Et on va essayer, quand je dis on, c'est à la fois la communauté aéronautique et à la fois l'État pour les forces armées, de construire au départ artificiellement et ensuite par l'usage, des valeurs autour de ces machines. Alors il y a des choses que l'on retrouve partout. Dans toutes les images de guerre, on a des photos avant, pendant, après et hors de l'action. Là, je vous en ai mis 2 ou 3 de 1917. Donc on a un pilote qui est devant son avion, il pose et puis il monte et puis il s'installe, ensuite il va partir. On a toute la bande dessinée entre guillemets jusqu'à son retour de mission. Ça, ce sont des choses que l'on retrouve, je dirais, dans toutes les techniques, que ce soit la marine, l'aviation, etc. Mais il faut bien comprendre qu'on va avoir besoin avec l'aéronautique de construire une notoriété forte. Pourquoi ? D'abord, c'est une discipline nouvelle. Et comme c'est une discipline nouvelle, il va falloir susciter les vocations.
Ensuite, il n'est pas tout à fait naturel de voler quand même, ça peut faire un petit peu peur. Et je dirais, l'aéronautique militaire s'installe à un moment où la cavalerie avec des chevaux, est en train de démontrer sa grande inutilité sur le front et sur le théâtre d'opération. Donc ces gens-là, il faut en faire quelque chose, et quelque part l'avion va être leur nouvelle monture. Il y a des similitudes, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais on monte à gauche, etc. Toutes ces choses, vous voyez, qui vont venir de la cavalerie et qui restent encore aujourd'hui présentes. On va même développer une sorte d'esprit de chevalerie, on va l'appeler comme ça. Vous voyez, toutes ces choses qui font qu'on est en train artificiellement de créer une forme de communauté. Et Céline Brion-Pontet nous dit en 2007 la fabrication d'un mythe moderne. Roland Barthes s'est forcé de démontrer d'ailleurs la capacité de notre société contemporaine à inventer ses propres mythes. Et là, au départ, on crée un mythe, on l'invente pour des questions de recrutement et également de cohésion sociale. Vous noterez à côté qu'un des vecteurs importants, c'est la bande dessinée, avec notamment, ici Tanguy et la Verdure, Bug Danny, puis tous les autres, et qui, depuis les années 90, propose des photos in situ, faites par le CIRPA et les services de communication de l'armée, directement dans les albums de bande dessinée. Alors, quels sont les thèmes que l'on a abordés ? Le premier sont les procédés, je dirais, de représentation du pilote. C'est-à-dire qu'on a fait des biographies de ces gens, mais en fait, il s'agit davantage d'hagiographie que de biographie. C'est pas qu'on en ait fait des saints, encore qu'il y ait quelque chose, mais on les a un petit peu sanctifiés comme étant des hommes extraordinaires. Et ceci en se basant sur une chose, Bernard Chabert, qui était un journaliste aéronautique très connu, nous dit en 96, la vitesse est l'aristocratie de la technique, et quelle est la machine qui vole le plus vite, mis à part la fusée ? Eh bien, c'est l'avion. Alors, ce pilote, c'est quelqu'un de fabuleux. Il prend des risques inconsidérés. Regardez les images. Il peut s'écraser. Donc la première image date de 1918. Il peut effectivement s'écraser après avoir été abattu par la DCA. Donc cette fois-ci, nous sommes en 1939. Et regardez en 1916, les soldats dans les tranchées avaient l'habitude de voir soit le pilote, soit le navigateur qui tombait plus rapidement que l'avion qui lui était ralenti par ses plumes, par ses ailes. Et donc, on a... Comment ? Oui, n'est-ce pas ? Et donc, eh bien, on a bien ici, je dirais, une illustration patente de ce qui se passe. C'est pas n'importe qui, ce pilote. Alors, qu'est-ce qu'il voit, lui ? Alors, il peut voir des cibles. Vous voyez donc la cible quand il est embarqué donc sur l'image de droite. Et à gauche, celle d'en bas, eh bien, vous voyez ce qu'il voit depuis un drone ou éventuellement lorsqu'il est en vol dans son avion avec une caméra qui pique verticale. Et ces images-là, nous nous y sommes habitués. Par contre, vous allez voir qu'elles ne sont pas sans conséquences. Qu'est-ce qu'il voit encore le pilote ? C'est quelqu'un qui aime les belles choses. Il a le plus beau bureau du monde tous les jours devant lui. C'est-à-dire que certes, il y a les images guerrières, certes, il y a toutes ces choses-là. C'est un guerrier, mais c'est un guerrier particulier qui maîtrise la technique, qui a de l'excellence et qui aime les belles choses, et notamment les belles images. Il a du goût, sachant qu'il voit aussi une certaine action. C'est impressionnant. Se faire canarder, ça doit être quelque chose. Et là, vous remarquez au tableau que j'ai laissé les textes des échanges. Je prends quelques images sur les sites sociaux qui ont notamment pour mission de faire perdurer la mémoire, de la pérenniser et en même temps de créer de la vocation, parce que les jeunes qui vont sur ces sites découvrent qu'il y a un esprit communautaire réellement. Et quand on est adolescent, quand on est à l'âge où on est le plus pris par la technique, il n'y a pas que le téléphone mobile, il y a aussi l'avion, je dirais cette concomitance entre la communauté des adultes et éventuellement la communauté des adolescents, c'est quelque chose qui peut parler. Alors, ce que voit le pilote, des bâtiments quand ils volent en radada à basse altitude. Alors, si vous lisez le commentaire, oui, qui a marqué que le phare est à 85 mètres, il paraît que c'est le plus haut d'Europe, mais tout de même, le super-étendard, il vole bas. Monstration technique, notamment avec l'instrumentation des tableaux de bord. Quelque part, ça faisait rêver. L'horlogerie a considérablement progressé quand sont apparus les tableaux de bord.
C'était les horlogers qui faisaient ça. Des gens comme Gégère Lecoutre, etc., se sont fortement investis dans les tableaux de bord. Et je dirais, il y a quelque chose, cette complexité, les boutons, l'analogique. Aujourd'hui, vous savez, quand vous allez par exemple sur une base ULM ou sur un aéroport, eh bien, vous voyez des tableaux de bord d'ULM qui sont dignes de cockpit d'avion. Alors, ça pèse un petit peu lourd, mais vous voyez que les gens aiment avoir une instrumentation qui se distingue et qui montre que leur machine est équipée. Vous voyez à côté un tableau de bord plutôt numérique de simulateur, sachant que la technique, elle est là. Il faut maîtriser, il faut comprendre. Monstration technique, cette fois-ci en vol. Le vol en formation, j'ai mis 2 clichés, un de la patrouille de France, bien connu, puisque c'était l'année dernière, et un petit peu plus ancien, vous voyez pendant la guerre d'Algérie, des B-26 en vol, et vous voyez que c'est là quelque chose que tous les pilotes savent faire. On prend un repère sur l'aile, on s'aligne, on garde l'angle, et puis ça tient. C'est pas si facile. Il peut y avoir des turbulences, il peut y avoir un tas de choses qui viennent rompre ce bel équilibre, sachant qu'il est convenu de penser que, en termes de monstration technique, les choses les plus délicates sont certainement les appontages de nuit. Et bien, quand vous êtes dans cette situation-là, il faut se préoccuper, il faut s'occuper de ce qui est en train de se passer, il faut se concentrer, c'est quand même un peu important. Alors, sachant une chose, c'est que dans ces monstrations techniques, eh bien, on prépare du souvenir. On prépare demain. C'est-à-dire qu'on sait que la personne qui est ici en train de faire son dernier catapultage, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, elle va mettre un certain nombre de photos en ligne. Et ces photos, elles vont faire rêver, entre guillemets, un certain nombre de personnes, notamment des jeunes, notamment des adolescents, qui vont se diriger vers les écoles d'ingénieurs, les classes prépa et ensuite les écoles de l'air. Et vous voyez, il y a à la fois cette monstration technique, à la fois le courage, à la fois la sélection, et puis peut-être aussi le fait de montrer que ces pilotes qui sont en communauté, ils ont des rites. Alors, je vous ai économisé le rite du passage de la ligne, c'est-à-dire l'équateur, parce que là, c'est encore une autre histoire. Mais vous voyez que là, celui-là, on le met dans une poubelle, on le savonne, on le bisute, on lui fait plein de choses. Et tout ça, ce sont des images, vous remarquez, qui presque toutes parlent soit aux gens qui sont un petit peu dans le milieu, à qui ça plaît ou qui savent, ou soit qui parlent à un public de préadolescents et d'adolescents. C'est-à-dire qu'on dit à l'adolescent, regarde, tu es en capacité, peut-être un jour, si tu travailles bien, si tu es le meilleur, si tu es excellent, si, de pouvoir être là. Et être dans cette poubelle, eh bien, c'est un rêve pour plein de gens. Alors, sachant que ces cérémonies communautaires, on va les voir également autrement. Regardez, il y a donc un avion, alors c'est l'un des exemples les plus connus, mais il y en a d'autres. Donc, le L4 qui a été décoré. Pourquoi ? Ça a été un avion courageux qui a bien servi, etc., etc. On décore même les avions. Dans le civil, on les bénit souvent. Vous avez un avion neuf, vous avez le prêtre qui vient, il bénit l'avion. On est un peu dans le même système de valeurs, mais imaginez un amiral. C'est pas un amiral, c'est un général quand même, qui vient décorer un avion et qui parle à l'avion et qui lui dit « je vous décore pour la bravoure, votre vaillance, etc. » Bien sûr, il y a toute l'escadrille qui pose sur l'avion. Vous noterez au passage la solidité de la machine, parce que c'est quand même relativement lourd. Mais pour information, lorsque le Dakota est sorti, ça ce n'est pas sur les photos, eh bien lorsque les ailes ont été créées, on a fait passer un rouleau compresseur, vous savez les rouleaux pour tasser les routes, un rouleau compresseur sur chaque aile, et si l'aile ne se déformait pas, le DC-3 était apte au vol. Et pour information, c'est le seul avion qui est réputé, donc pour la Fédération aéronautique, être éternel, c'est-à-dire que sa durée de vie n'est pas limitée dans le temps. C'est le seul avion comme ça. Toujours est-il qu'on a également des grands regrets. Regardez ce regret-là. Nous avons ici un super étendard qui a été ferraillé. Et si vous lisez les commentaires, il y en a un qui vous dit « j'ai réussi à sauver le tableau de bord ». Il y en a un autre qui vous dit « mais moi j'ai réussi à sauver la vitre ». La vitre devant qui a été restaurée et exposée pour le musée de la base. Et vous voyez que quelque part, il y a une forme d'attachement aux machines qui permettent l'excellence, qui permettent la vie communautaire. Et à la fois, cette démonstration des images, ça va être ce qui se passe à l'intérieur. On est quelque part un groupe de copains, sélectionnés externes, on est un groupe de copains courageux qui avons des valeurs. C'est nous qui sommes aux avant-postes, qui faisons tout ça, etc. Mais d'un autre côté, regardez, on fait aussi un petit peu les fous, on fait un petit peu toutes ces choses-là. Nous sommes des gens
extraordinaires qui vivent un peu comme tout le monde, mais en marge. Et ça, c'est fait pour faire rêver tout un public. Regardez donc ici les exercices d'appontement donc des corsaires. Et puis, sachant qu'aujourd'hui, eh bien, on va les retrouver, ces machines. Vous avez ici donc à Perpignan, ça date pas de vieux, hein, c'est 18 septembre 2006. Régulièrement, vous avez des machines qui passent, une approche très cérémonielle, avec des cérémonies, avec toujours un repas, et les buffets sont plutôt sympas. Et puis, on regarde les machines. Et le grand plaisir, c'est de pouvoir s'installer à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que quand on s'installe au cockpit, on est pour un petit moment comme ces pilotes-là. On a éventuellement un peu la qualif, même si on décolle pas, et toujours on fait une photo. Parce que ces pilotes, ce sont peut-être les seuls qui ont comme mascotte des lions. Nous sommes ici pendant la guerre de 14-18, nous avons des pilotes américains dans l'escadrille Lafayette, et vous vous doutez, et vous vous doutez que ces machines, ces images, elles ont été largement diffusées. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nous avons deux petits lions, whisky et soda, qui sont les mascottes. Eh bien, deux pilotes qui ont droit à des chats, des chiens, des lions, tout ce qu'on peut imaginer, et seuls les pilotes ont droit aux lions. Alors, des ruptures vont arriver à cette image d'excellence. Vous avez bien noté que chaque fois que j'ai parlé de l'excellence, de la vie communautaire, tous les clichés que je vous ai montrés, je vous ai dit qu'ils étaient en interne, ils étaient dans la communauté. Ce que l'on montre vers l'extérieur, eh bien, c'était au départ les cadavres des étrangers abattus, enfin de l'ennemi en tout cas. Nous, on montrait également nos beaux avions, tout ça, qui étaient en très bon état. On montre l'armement, nos bateaux et tout. Et puis, se produit une rupture. La première, ça va être ce que Roland Barthes a appelé l'homme G, l'arrivée du réacteur. La disparition des hélices, c'est quelque chose qui n'est pas neutre. Quand disparaît l'hélice, quelque part disparaît une arme blanche. On ne s'affronte plus à petite vitesse. Enfin, petite vitesse. Vous avez des Spitfire qui, en descente, ont quand même réussi à dépasser le mur du son. C'est beaucoup. Alors, par chance, eh bien, ça a tenu. Et ça a tenu, mais ils ne savaient pas à l'époque pourquoi. C'était parce que le plan de profondeur arrière n'était pas articulé. Il était en un seul morceau. Mais il faudra des années pour que ce soit prouvé plus tard, quand on a commencé à tester les avions à réaction. Et là, qu'est-ce que nous avons ? L'arrivée du réacteur fait qu'on ne vole plus dehors. On n'a plus moins cet esprit, entre guillemets, de chevalerie à montrer au public. On n'a plus cette mémoire du pilote qui vraiment affronte les choses avec quelque chose que l'on comprend. C'est une lance à souder, c'est autre chose. Et pourquoi ? Parce que avec le réacteur apparaît le missile. Et notamment un missile particulier. Alors le plus connu c'était en 1974 avec le lancement de l'Exo-7, mais ensuite on a eu d'autres, on a le Mistral, etc., on a le Hellfire, et tous ces produits-là qui sont autonomes. Et l'expression c'est tire et oublie. On tire le missile et on l'oublie. Ce que les gens, il va normalement directement vers sa cible, soit il est guidé par ses capteurs de proximité, soit il est guidé par le radar de l'avion, soit par la WACS. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? On oublie un petit peu trop souvent que le pilote, parfois, va avoir intérêt à s'approcher le plus possible de l'ennemi, c'est ce qu'on appelle peaufiner la lame, et en fait, pour que le missile reste au maximum en contact avec l'avion qu'il a lancé, avec le lanceur, sachant qu'en face, l'ennemi a peut-être lui aussi lancé ses missiles, et l'idée, c'est qu'il peut y avoir une tension plutôt intéressante, c'est-à-dire quand dégager au bon moment, en assurant le plus de précision possible au tir. Alors, là, vous avez un tigre donc, qui est en train de lancer des missiles, et vous voyez que la rupture, elle est importante. On dit, mais il ne faut pas être courageux. Ici, c'est quoi ? C'est un jeu vidéo. On tire de loin. C'est pas comme avant. On mitraille plus. Ce ne sont plus des canons de proximité. C'est autre chose. Alors que la réalité est tout autre. Monter dans un avion en temps de guerre, c'est quelque chose qui demande plus que du courage. Il faut imaginer quand même qu'il y a des gens en face de vous qui sont là pour vous démolir l'avion, et vous êtes dedans. C'est un peu compliqué. Alors, troisième rupture, l'arrivée des drones. Des gros drones, je dirais, de guerre, et puis on parlera un peu des petits après. C'est-à-dire qu'on poursuit l'assimilation aux jeux vidéo, et simultanément, eh bien, on prend davantage, entre guillemets, de distanciation, de recul. Il y avait un film qui est sorti il y a 2 ans qui s'appelle Good Kill, où vous avez un pilote de drone
aux États-Unis, qui vit dans une petite banlieue des États-Unis, qui le matin va dans son container et le soir va chercher sa fille à l'école. Le modèle français est tout à fait différent. Nous avons aussi des drones, de même marque que les drones américains parce que les Rapier sont américains, sauf que nos containers français, on les envoie sur le théâtre d'opération. Donc le container, quelque part, est à proximité du drone. Et c'est intéressant parce que vous voyez que là, on a deux écoles de pilotage fondamentalement différentes. Et vous allez avoir des généraux de brigade qui vont dire « mais l'escadrille des cigognes, si elle doit se mettre au drone, eh bien, sera de toute manière toujours sur le théâtre d'opération. » Et vous voyez la profonde différence. En 2007, l'armée américaine a commencé à recruter ses pilotes de drones sur la base des conventions de joueurs à des jeux vidéo. La France ne le faisait pas. En 2010, nous ne le faisions toujours pas. En 2018, nous ne le faisons toujours pas, sauf que l'expérience du jeu vidéo, maintenant, c'est un répandu, je dirais, dans l'ensemble de la jeunesse. Et comme ce sont des jeunes que l'on recrute, ils ont tous cette expérience-là. Mais ce n'est pas une volonté. Alors, nous allons avoir une autre rupture. C'est la perte de cette notion d'hagiographie. Tous les pilotes qui ont été connus pendant la guerre de 14-18 ou celle de 39-45, puis ceux de l'aéropostale, sont tous des pilotes écrivains ou des pilotes sur lesquels on a écrit. Donc l'un des plus célèbres, n'est-ce pas, c'était Syntex, que vous connaissez, mais Mermoz aussi, puisqu'il a écrit mes vols. Et pourquoi je parlais d'hagiographie? Regardez, Saint-Exupéry ne s'appelle pas Saint tout à fait par hasard, même si je dirais c'était un titre de noblesse, mais surtout, il y avait autre chose. Il prenait ainsi une forme de suite, et bien de Mermoz. Donc, Syntex, je dirais, décède en 1944 au large de Marseille. Mermoz en 1936, en décembre 1936, et comment on l'appelait l'archange. L'archange Mermoz, parce qu'il y avait quelque chose quand même qui était de cet ordre-là. Et on peut se demander quelque part pourquoi. Et avec la guerre d'Algérie et un peu la guerre du Vietnam, rupture. On ne parle plus des pilotes. On parle des machines, on parle des soldats à terre. Et la plupart des films que vous verrez sur le Vietnam, c'est des horreurs qui peuvent se passer, etc., mais qui se passent quelque part au sol. On voit les soldats monter dans les hélicoptères, on voit les hélicoptères, les bananes, les huées, tout ça, etc. Mais le pilote n'est plus mis en avant. Et là, nous avons une rupture forte. Alors, sauf dans quelques films, vous avez un petit peu quand même Top Gun, évidemment, et donc on a eu la reconstitution française. Mais je dirais quelque part, à part quelques films de pilotes au départ destinés et financés par l'armée quand même, nous avons de moins en moins de photos et ce sont des films de fiction, ce ne sont pas des documentaires. Et là, on a une rupture vraiment profonde qui change tout. Alors, malgré ces ruptures, 5 minutes, ouais, j'ai vu. Nous avons des vecteurs d'attraction qui restent forts. Alors, principalement, on ne va plus recruter les pilotes en disant « vous allez être quelqu'un d'extraordinaire, etc. » tout ça. Et cela pour une raison simple, c'est que les gens qui grandissent dans le milieu aéronautique, les enfants, les adolescents, ou ceux qui gravitent autour, ou ceux qui ont ce qu'on appelle un rêve de gosse et qui viennent le vivre, soit dans les bases ULM, soit ailleurs, soit à l'armée, soit lors des meetings, tout ce qu'on peut imaginer, savent déjà tout ça. Il y a une culture photographique et une culture cinématographique des pilotes, des gendarmes, des gens d'armes séparés, des mécaniciens et de tous ceux qui entretiennent avec les contrôleurs, les personnels support, qui est juste extraordinaire. Ils ont une culture de leur discipline et une culture des images de leur discipline, je dirais, qui est vraiment étonnante. Alors, les armées, un certain nombre d'armées européennes notamment, ont choisi de mettre l'accent sur autre chose. Regardez, lisez les baselines, unis pour faire face. Le slogan, c'est « il faut ». Pour faire voler nos avions, il faut toute une armée. On est tous ensemble. On est ensemble, sinon ça ne vole pas. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, qu'est-ce qu'on vend aujourd'hui? On va vendre le support. On vend un support collectif pour défendre des valeurs collectives. Alors, pour l'État, c'est-à-dire que vous avez une communauté qui est en avant pour défendre des valeurs qui dépassent ceux qui les défendent. Alors, ce n'est pas que chez les pilotes, ce sont là des valeurs qui sont partagées, je dirais, par l'ensemble des systèmes de recrutement militaire, et ça a été unifié,
Et si cela a été unifié, ce n'est pas tout à fait par hasard. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver quand même un certain nombre de choses? D'abord, les dispositifs socio-numériques, les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils sont accessibles à tous, mais on va trouver soit de la propagande, c'est-à-dire tout ce que l'on trouvait auparavant, mais ce que l'on va trouver en plus, c'est du souvenir. Nous avons énormément de pages, de groupes auxquels tout le monde a accès. Ce sont très rarement des groupes fermés, avec quand même une spécificité, beaucoup de photos, énormément de photos, et la plupart des photos qui ont été prises par les soldats, les officiers, les sous-ofs, les personnels au sol, etc., qui 5 ans, 10 ans, 15 ans après, les mettent en ligne par ce biais, surtout qu'aujourd'hui, la plupart des soldats n'ont même plus le droit d'avoir un téléphone portable ou une tablette lorsqu'ils sont à bord ou lorsqu'ils partent en théâtre d'opération. Ils ont des heures d'utilisation, des lieux d'utilisation, pour ne surtout pas qu'ils prennent des photos, pour que l'ENPI ne puisse soit pas géolocaliser, puisque la plupart des téléphones sont géolocalisés, et faites confiance aux utilisateurs pour oublier d'enlever la géolocalisation, etc., etc. Et donc, c'est pas très sécure, tout ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les armées ont tendance maintenant à dire pas de téléphone, pas de photos, pas de ceci, pas de cela, et quelque part, on peut les comprendre. En revanche, il y a toujours des solutions, il y a toujours des choses qui se font, et on les retrouve plus tard sur les réseaux sociaux. Alors, sachant que sur ces sites, vous l'avez vu tout à l'heure, par exemple, lorsque je vous ai montré le super étendard qui était relativement bas, eh bien, vous avez dans les commentaires un des pilotes qui dit « Mais est-ce que tu es sûr que sur le port humide, etc. » Bon, il faut savoir ce que c'est quand même. Et quelque part, ça sert de formation à tous les futurs postulants, ceux qui veulent plus tard entrer, je dirais, dans la discipline, dans ce monde de l'aéronautique, dans cette communauté. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent, ayant le vocabulaire, ayant la culture des images, joli, eh bien, ils sont déjà quelque part préparés à tout ça. Alors, on est presque à la fin. On est quand même aujourd'hui proche de Visa. Visa, c'est en ce moment, et on peut se demander qu'en est-il des photojournalismes avec la monstration aéronautique, et notamment la monstration aéronautique de guerre. La plupart du temps, ils sont encadrés sur les théâtres d'opération. Donc en fait, ils peuvent éventuellement photographier quelques aéronefs en retour de mission. On leur fait toujours les mêmes plans, c'est-à-dire le passage bas, tout volet sorti. Comme ça, ils ont bien le temps de cadrer, ça leur plaît. Et c'est pratique pour le photographe. On le fait aussi dans le civil. On leur fournit énormément de photos, mais il est rare qu'on arrive à les amener en mission. Alors l'armée, toutefois, organise des stages parce qu'au sol, c'est intéressant. Alors vous avez un site qui s'appelle Stage pour les journalistes, etc. Et dans les DU, les deux DU donc, de l'université de Perpignan, que ce soit celui de Carcassonne ou celui de Perpignan, donc, eh bien, nous organisons des journées de stage en collaboration avec l'armée pour les étudiants. Alors, sachant que la nouveauté va peut-être venir des drones, alors de façon très encadrée certainement. Pourquoi? Parce que les drones, n'est-ce pas, c'est pareil, on peut faire beaucoup de choses avec. Je dirais, le photojournaliste, il rêve d'être quelque part en sécurité, d'envoyer le drone devant et d'aller faire les clichés, sachant qu'après, si c'est sur un théâtre d'opération, il va certainement pas pouvoir envoyer un drone comme ça. D'abord parce qu'il va tout de suite être repéré par les radars à polarisation de phase et il risque d'être détruit. Donc ce ne sont des choses qui ne peuvent se faire qu'en concertation avec les forces armées. Par contre, sur des conflits différents, en respectant la réglementation, je pense cette fois-ci plutôt à des conflits pas armés, mais avec des manifestations, des revendications, etc. Là, les drones peuvent avoir leur mot à dire, et éventuellement, pas forcément en prenant les images de très haut, mais par exemple en volant à 1,50 m du sol pour faire des travelling, etc., aller chercher des portraits, etc., que l'on ne pourrait absolument pas faire autrement. Alors, on voit qu'avec tout ça, je dirais, eh bien, on a énormément de choses à faire avec l'image aérienne. Vous avez vu quand même que nous avons eu des ruptures importantes. Alors, au début, on montrait tout. On montrait les pilotes, on montrait les avions, on montrait les bases. Par la Deuxième Guerre mondiale, c'est même de la propagande, on le montre, etc. Puis nous avons des ruptures. Nous avons une rupture historique, nous avons une rupture par la volonté de supprimer la géographie pour faire un peu de biographie.
et encore pas trop pour des raisons de sécurité. Nous avons la rupture du réacteur, nous avons eu la rupture des drones et la rupture du missile. Et aujourd'hui, cette sorte de nouvelle doxa qui se met en œuvre où, de plus en plus, on essaie de faire en sorte de maîtriser la communication. Je ne vous cache pas que on ne peut pas empêcher des civils aujourd'hui de prendre des photos sur des théâtres d'opération. Et le salut vient peut-être de là. Que font certains photojournalistes? Eh bien, ils ne cherchent plus d'accréditation auprès de l'armée. Ils se mélangent ou pas avec des civils. Et à ce moment-là, c'est d'eux que vont venir des clichés, des témoignages, qui seront certainement ceux que nous utiliserons comme des témoins, comme des balises d'une certaine histoire, et des événements en tout cas, qui auront été des événements du passé, mais qui aujourd'hui sont certainement des événements au présent. Voilà, je vous remercie.